Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocainou. Et nous sommes en direct, vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Et ce soir, nous sommes en équipe très très réduite. Très très réduite. Il manque une bonne moitié. Mais en soi, c'est pas grave. Il y a ce bon vieil Olivier Scars qui est avec nous. Olivier, comment vas-tu? Mais ça va très bien. Et toi-même? Oh bah écoute, ça va, hein. On fait aller. Et on a un invité un peu particulier pour partager le sujet du soir avec nous. Quentin Bénien. Comment vas-tu, Quentin? Bonsoir Benoît, bonsoir Olivier, ça va très bien à vous? Bah, Ben, ça va. impeccable. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet ce soir. Malheureusement, Laurent et Jerry n'ont pas pu être parmi nous. Mais en soi, c'est pas grave, on se démerdera sans eux, hein. Ce n'est pas la première fois, on a un peu l'habitude qu'il y en ait toujours l'un ou l'autre qui manque. Quentin, petite question pour... Parce qu'effectivement, il y a encore des gens aujourd'hui qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh Qui es-tu? ben, Qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu? D'ailleurs, il me le même pays que nous deux. Alors, on est non, tous j'ai dans la des pays sombre différents. contrée qu'on appelle la Belgique. Oui. Alors avant tout, je suis d'abord avant tout collectionneur de rhum. Ça fait quelques années déjà que j'achète, que je déguste et que j'empile les bouteilles. Et donc, et ici, très dernièrement, c'est moi qui ai repris le commerce de Hubert, Corman Collins Sérum à Bâtisse en Belgique. Cet Ok. endroit vénérable. Et donc, tu dis que tu collectionnes depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, Tu n'es pas obligé de répondre à la question, ça reste très indiscret, mais quand tu parles de collection, parce que c'est finalement le sujet de ce soir, on n'aura pas de news puisque Laurent n'est pas là, donc on rattrapera toutes les news pour la Pendant prochaine 45 news. minutes. Voilà. Ta collection s'élève à combien de bouteilles? Alors honnêtement, je n'ai pas Tu n'as jamais compté. compté. J'ai Ça, jamais c'est compté. bon signe, ça. Quand on arrête de compter, c'est qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est pas le moment où il y en a trop? Ah oui, probablement. Est-ce qu'il y a un jour il y en a trop? Bah non, sinon, Ah, ça effectivement, c'est on une autre arrêterait. question. Est-ce qu'il peut y en avoir trop? Je pense qu'il y en a trop, mais qu'on s'en rend pas compte, parce que si on s'en rendait compte, on arrêterait, effectivement. Euh, oui. 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 C'est un petit oui, c'est un petit oui. Tu rachètes, t'achètes des étagères. Ouais, On a un certain nombre de personnes qui nous suivent déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur la confrérie du Rhum, et qui laissent des commentaires. Salut à tous. N'hésitez pas à interagir pendant cette émission avec nous si vous avez des avis à partager ou même si vous-même pouvez répondre déjà aux premières questions posées à quand est-ce qu'il y a trop de bouteilles et dites-nous vos collections. Est-ce que vous êtes collectionneur déjà? Et puis à partir de quand a-t-on trop de bouteilles dans sa collection? Voilà. Est-ce qu'on compte les samples ou pas? Ah bon, ah non, là, laisse Non, tomber, non. on est mort, Si là. on fait Ah, les là, on est collectionneurs mort. de samples en même temps, on va jamais s'en sortir. Mais Rolly a contribué à mes affaires de samples compulsifs. Oui, je suis désolé. Alors, effectivement, un sample après peut éventuellement amener à l'achat d'une bouteille. Ça C'est arrive vrai souvent. aussi, c'est Ça vrai. arrive souvent, mais non, on va pas compter les collections de samples qui sont pour le coup encore pires, je pense. En fait, il n'y a rien de pire, je crois, que quand tu as vraiment plein de samples chez toi, que tu n'as pas le temps forcément de les déguster ou pas au bon moment. Et puis ça s'accumule, et ça s'accumule, et tu as plein de petites fioles comme ça, parfois étiquetées, parfois pas étiquetées, il y a des numéros, il y a des trucs dessus, tu sais pas vraiment d'où ça vient. C'est l'angoisse, je suis d'accord. Tu ne te souviens même pas de qui te les a donnés ou où est-ce que tu les as fournis. Enfin, ça pour le coup, c'est vraiment l'angoisse. Les pas étiquetés, c'est quelque chose. Ah ouais, voilà. Et, n'empêche, ça peut être très intéressant parce que du coup, je sais pas pour vous, mais moi, je me prête au jeu quand j'ai ce genre de sample. J'essaye quand même, comme un débile, de deviner ce que c'est. Non, mais t'as raison. Mais Non, mais il y a zéro c'est chance, on affreux, est hein. d'accord. Non, Il y c'est a ça. quasi zéro Ouais, chance. c'est quasiment impossible. Surtout quand ça fait un moment que c'est là, il y a zéro chance. Je veux dire, tu arriveras peut-être à reconnaître un profil, Oui, quelque chose, mais c'est rare que tu devines vraiment. Et même si tu devines, personne ni rien peut te le confirmer. ah bah non. Ah, voilà. D'ailleurs, puisqu'on en est au stade des définitions, c'était le débat qu'on avait eu avec Christine Lambert il y a quelques
quelques épisodes maintenant. Moi, ce que j'appelle collection, et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Quentin là-dessus, est-ce que on peut considérer comme collection un ensemble de bouteilles, mais qui inclut des bouteilles qui sont désormais ouvertes? Ou est-ce que pour toi, si elles sont ouvertes, elles peuvent plus faire partie de la collection? Si, parce que ça me fait plaisir d'entendre ça. bien sûr, tu sais, quand tu ouvres une bouteille, je te prends l'exemple d'une bouteille comme un Edmore 95 de chez Villiers. Alors non seulement tu fais partie des chanceux qui les goûtent, mais tu as quand même la bouteille, tu as la boîte, elle est là. Bien sûr. Elle a fait partie intégrante de l'histoire de ta collection. Donc oui, ouverte ou fermée. Après, il y a le débat. Il y a des gens qui gardent les bouteilles vides. Moi, généralement, elles volent à la bulle. Mais ouais, je pense qu'on peut un marché autour de la bouteille vide aussi. Hein. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il y a un marché autour de la bouteille vide pour les contrefaçons derrière. Hein. Ouais. Bon, il y en a quelques-unes que je garde. Et par contre, il y en a quelques-unes que j'ai souhaité acquérir. Vide? Ouais, de manière un peu collectionneur. La Albion 83. Alors j'avais le projet un peu fou de racheter tous les samples que je voyais passer pour remplir la bouteille. Alors, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu assez de samples. Donc, ça aurait été cool. Alors justement, surtout que à force d'acheter des samples, je pense que ça te reviendra plus cher que d'acheter une bouteille complète. Alors justement, est-ce que la bouteille, une fois qu'elle est vide, peut encore faire partie de ta collection? Pour moi, oui. Enfin, en tout cas, moi, je la considère comme telle. C'est-à-dire qu'elle est au milieu de ses copines pleines ou ouvertes, donc pas encore vide. Et elle a dans sa petite boîte. Et effectivement, je ne la dénigre pas. Je lui donne le même amour. Je lui donne le même amour. Olivier, toi, pour le coup, en termes de collection, on en est à combien de bouteilles environ? T'as arrêté de compter aussi? J'ai arrêté de compter, mais en même temps, j'ai vraiment freiné les achats de rhum. Donc, je pense pouvoir dire autour de autour de 700, peut-être un peu moins. Bouteilles? Oui. Chez toi? Non, non, justement, ce sera un des sujets de où est-ce qu'on range tout ce foutoir. Ok. Très intéressant. Ah non, parce que sinon, là, il y en aurait posé là, il y en aurait un là. Tu nous mettras l'adresse en commentaire, s'il te plaît, pour les gens qui ont fait un détour par là ce soir. Bon, chez moi, il n'y a plus que des bouteilles ouvertes, donc c'est pas très intéressant pour les voleurs, sauf si le voleur est très amateur de rhum, où là, il faudra qu'il se pose un peu pendant que l'alarme retentit. Mais... Par contre, j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure avec la vente des bouteilles. Moi, je trouve que c'est un fléau, cette revente de bouteilles. Ah oui, bien sûr. Parce que, oui, parce que forcément, il y a des gens mal intentionnés qui les remplissent et qui les remettent en vente directement derrière. Donc, en partant du principe qu'elles ne seront jamais ouvertes. Ouais, et c'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui les balancent à la bulle dès que possible. Donc, je trouve ça. Non, t'as pas tort. Mais malheureusement. Je ne sais pas ce qui est pire, en fait, la personne qui vend la bouteille vide ou la personne qui l'achète pour la remplir. Écoute, moi, je les ai pas achetés. Les deux que j'ai, donc c'est Stalbion 83 et Leibwürth 85 de Vélier. C'est des mecs, du coup, qui m'ont questionné pendant quand même plusieurs jours à dire pourquoi tu veux cette bouteille, etc., etc. Et c'est des gens qui ont fini par me faire confiance et qui, moi, j'ai juste payé les frais d'expédition. Les deux étaient italiens, donc depuis l'Italie pour recevoir les bouteilles vides, je les ai toujours à la maison. Et c'est vrai que c'est des types qui m'ont fait confiance. Et j'aurais pu très bien être un faussaire et effectivement faire une belle culbute avec ces deux bouteilles-là. Si tu les remplis et que tu mets juste un truc thermo rétractable ou je sais pas quoi autour. Sur ces deux références-là, tu te fais un petit billet quand même. Hein. Ouais. Alors, vas-y, je te coupe. Il y a d'ailleurs eu une histoire sur un autre groupe d'amateurs avec une personne, dont je ne citerai pas le nom, qui a revendu plusieurs fois une Caroline 92 Full Proof à l'époque. Je pense qu'il l'avait vendu 6 ou 7 fois à 7 personnes différentes, dont moi. Que je n'ai jamais reçu, et la personne qui a reçu la bouteille a quand même, en sentant l'oignon avec toutes les personnes qui s'étaient un peu révoltées sur le gars en question, elle l'a ouverte et il s'est avéré que c'était du Jägermeister dégueulasse qui est tout à fait
Ouais, Donc le là, mec a même pas bouteille, essayé ah non, non, de et mettre. Ouais, bah, le truc, en même temps, avec des bouteilles noires, en même temps, tu mets dedans ce que tu veux, hein, ça ne se voit pas. Tant Ouais, que tu l'ouvres pas, ça ne se voit pas. Oui, mais regarde, moi je te dis un truc. Si demain j'ai envie de mettre une culbute, je mettrais quand même un Demerara dans mon Albion 83, tu vois, histoire que si le mec l'ouvre, bah, en gros, il se fasse avoir parce que comme il a jamais goûté l'Albion 83, il se disent ah bah c'est un goût de Demerara, ouais, c'est génial. Mais Moi, tu vois, j'aurais mis du enfin, café. de là à mettre du Jägermeister, c'est vraiment le mec n'en a rien à foutre de personne, quoi. J'aurais mis du café, même. Ouais, tu peux Un litre de aussi. café, tranquille. Voilà, parce que même le Jägermeister coûte cher. Oui, c'est pas faux. Alors, pour ceux qui rejoignent l'émission en cours de route, vous l'aurez compris, nous allons parler collection ce soir, collectionneur, un sujet qui nous a été proposé par ce cher Olivier Giscard, je tiens à le Oui. préciser, puisque moi-même, je ne suis pas ou plus collectionneur, j'ai arrêté de collectionner il y a bien longtemps. Parce Oui, qu'à un tu l'as moment, été, hein. Ta lubie des oui, mais à un moment, 87. à un moment, je me suis dit, ça commence à faire de trop. Voilà, Ouais, bah, c'est bien, j'ai eu bravo. ce truc et je me suis dit ça le jour où j'ai dû déménager, en fait. Et, Oui. Oui, souvent on se rend plus conscience. C'est vrai que j'ai voilà. déménagé qu'une Et fois. c'est à ce moment-là que j'ai dit stop. Voilà, ça n'en vaut pas la peine, ce n'est pas cool. Et du coup, voilà, je ne collectionne plus. Aujourd'hui, je bois, voilà, j'ouvre les bouteilles que j'acquiers ou qu'on m'offre ou autre. Et puis à partir de là, une fois qu'elles sont vides, bah, pareil, je jette et puis c'est tout. Et puis je passe à la suivante. Néanmoins, on va donner quelques conseils. On va se permettre d'aller voir vos conseils en tout cas concernant les collections, des conseils qu'on va donner à peut-être quelques collectionneurs qu'on peut avoir en dehors de ce petit podcast, pardon, qui nous suivent peut-être ou qui écoutent cette émission. Tout d'abord, en termes de conservation, est-ce que vous avez des conseils? Comment est-ce que vous conservez vos bouteilles? Je vois Quentin. Alors, Quentin, je ne sais pas si tu es à la boutique, si tu es chez toi. Je vois qu'il y a des bouteilles derrière toi. Ou si tu habites à la boutique désormais. Il habite désormais à la boutique. ouais. Il a vendu sa pourrais, maison pour acheter la boutique. je, Ah, je pourrais habiter à la boutique. Non, je suis dans mon havre de paix à la maison. Ah, Donc, les très bien. bouteilles qu'on voit chez toi, c'est ta collection privée. On voit derrière toi, là. On Oui, voit quelques oui. bouteilles. Ouais. D'accord. Alors, on en voit quelques-unes, mais comment est-ce que tu conserves tes bouteilles de manière générale? En termes de Euh, position, tu fais attention à quelque chose en particulier ou absolument pas? Est-ce que Déjà, elles sont debout. Ça, tu ranges on, ça? oui, on peut remarquer quelque chose forcément. d'évident, Ouais, mais ouais. debout. Ça, c'est l'évidence même, c'est la position verticale. Là, je suis dans la cave, donc c'est une pièce, je dirais, qui est entre 19 et 20 degrés, où il fait pas trop chaud. Euh, je mets pas forcément de parafilm sur les bouteilles, parce que, sauf si c'est vraiment des vieilles bouteilles où le bouchon a vécu, mais simplement, vertical, à l'abri de la lumière, Alors, rien de je pense que pour particulier, à ceux, l'abri de l'humidité aussi. pour Ouais, ceux qui ne le l'humidité savent importante. pas, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer pourquoi à la verticale, pourquoi à l'abri de la lumière, pourquoi à l'abri de l'humidité? Je pense que tout ça a ses raisons, hein, et puis c'est très Hmm. différent. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui achètent des bouteilles de spiritueux et qui vont vouloir les conserver comme des bouteilles de vin, Ben oui. qu'on positionne horizontalement pour la plupart. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas avec une bouteille de spi? Bon, que ce soit du rhum ou autre, hein. Bah, l'alcool spiritueux et qui, surtout, quand les degrés commencent à monter, attaque le liège. Et en plus, probablement, alors ça par contre, je mets une réserve parce que je sais pas si c'est le cas, mais probablement influerait sur le goût du rhum. Mais en tout cas, c'est surtout que ça abîmerait le bouchon et que bah, vous risqueriez, à mon sens, tôt ou tard, d'avoir une fuite et puis donc de perdre tout ou partie du contenu de la bouteille. Exact. Et je confirme que le bouchon peut donner un goût à l'alcool. Ça m'est déjà arrivé sur des bouteilles de whisky. C'est pas souvent, mais ouais. Et en effet, la position verticale aussi. Euh, j'ai eu le cas sur des Clément de 52. Je pense qu'à l'époque, ils en avaient beaucoup et donc ils se tracassaient pas trop de la façon dont ils stockaient ça. Mhm. Et j'ai déjà eu des cartons retournés où il y avait plusieurs coffrets qui étaient à l'envers et d'autres coffrets qui étaient droits. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une bouteille vide qui a fait plaisir aux anges, mais où le bouchon n'a rien, le scellé n'a rien, mais effectivement, ça a complètement coulé hors de la bouteille. Et Il te donc, reste un petit pont pour te dire qu'il a bien existé, mais et malheureusement, donc, là, aujourd'hui, et il donc, n'est plus comme là. dans le vin, tu peux avoir un goût de bouchonné en fait dans le spiritueux.
J'ai déjà eu ça sur des bouteilles de whisky. Ça m'est encore jamais arrivé sur le rhum. Mais oui, je suis persuadé que si le bouchon est de mauvaise qualité, ça peut arriver d'avoir un Bon. côté un peu bouchonné. En plus d'être collectionneur de rhum, tu es également collectionneur de whisky. Non, je suis plus Non, consommateur de whisky que collectionneur, ouais. Mais d'accord. j'ai quelques bouteilles, mais c'est pas mon premier amour. Ça reste le Est-ce rhum. qu'en dehors du rhum, tu collectionnes autre chose? Oh, j'ai collectionné beaucoup de choses. Euh, On parle d'alcool, hein, on parle d'alcool. Si maintenant tu me dis que tu as une non, collection de non, non, motos, moi, non, ça non, non. sera malheureusement hors sujet. Le rhum, c'est vraiment ma passion principale. Ok, 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 ok. Et Euh, d'ailleurs, pour revenir sur les bouchons, on remarque désormais que de plus en plus de marques font appel aux bouchons un peu synthétiques, hein. Je pense à Vélier sur les Libérations déjà depuis quelques Ouais. temps, puis désormais maintenant sur nombre de bouteilles, et puis Nesson également, si je dis pas bah de ça, bêtises. c'est surtout lié, je pense, à la pénurie de bouchons, parce qu'on sait qu'un gros nombre de bouchons sont produits au Portugal, et que bah, le liège, comme toute matière naturelle, a besoin de temps pour pousser, et que bah, la Hmm. consommation mondiale, Bah tu vois, j'avais pas, parce je qu'on pensais pas que c'était utilise la cause. on utilise des bouchons de liège, alors oui, pour les spiritueux, mais surtout pour le vin. Hmm. Euh, et que du coup, bah, plus les quantités de production augmentent, bah, plus il faut de bouchons et qu'à un moment donné, il faut laisser le temps aux arbres de repousser, quoi. Bien sûr. C'est de l'écorce après, hein, c'est de l'écorce, mais il Hmm. faut laisser le temps qu'elle repousse et les productions ont du mal à suivre à ce niveau-là. Et Ok, puis, bah c'est tu vois, je surtout savais pour pas ça. ça qu'on aura tendance à essayer de trouver d'autres solutions, notamment, comme tu dis, les bouchons synthétiques. Alors après, on voit également des bouchons qui sont faits à partir de matières plus ou moins organiques, plus ou moins biodégradables. Je prends l'exemple de BD Trésor, par exemple, qui fabrique ces bouchons. Enfin, quand je parle de bouchon, je parle vraiment de la partie basse du Ah bouchon, ouais. dans la bouteille, à partir de bagasse. C'est Ah de la oui, tiens. bagasse qu'on travaillait Ah, pour c'est en pas faire bête. des bouchons, justement. Et puis, on aurait, alors plus dans le whisky, je pense que dans le rhum, un retour du bouchon à vis. Euh, Ah tiens. on a lu, qui Ok. était vachement à la mode à un moment donné. Christine a fait il me semble, sur le sujet d'ailleurs. Euh, Sur l'étanchéité, c'était peut-être pas foufou, hein. le truc, c'est qu'après, la matière reste, comment dire, reste disponible. Oui, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions. Dans le On fait rhum, avec ce qu'on a. parce qu'aujourd'hui, on aura tendance, notamment avec la premiumisation du rhum, à utiliser de plus en plus de bouchons en liège. Euh, Mhm. même sur des rhums blancs. On a un certain nombre de rhums blancs aujourd'hui qui ont des bouchons en liège, alors qu'à une époque, je te parle d'il y a 10-15 ans, mais jamais on aurait trouvé un rhum blanc C'est avec vrai. un liège. Vous voyez pas l'intérêt, ouais, c'est vrai. Capsule en alu, point barre. Enfin voilà, on se Hmm. pose pas la question. Parce que c'était dédié à être bu directement et pas Pas être à conservé, quoi. conserver, ni même à être joli en fait, ni même à être une jolie bouteille. C'est-à-dire qu'avec la premiumisation également, on utilise des bouteilles des matériaux plus précieux, des bouteilles avec des formes un peu plus avec plus de caractéristiques, un peu Hmm. plus premium pour que ça ait un peu plus de gueule. Et du coup, bah, le bouchon de liège reste quand même très premium, hein, à l'œil Et, du consommateur, je pense. et j'entendais, quand tu as parlé du parafilm, donc je pense que tu parlais effectivement surtout autour des bouchons pour aussi rajouter de l'étanchéité. Ouais. Il y a une question que je me suis posée lorsque j'ai déplacé ma collection dans une sorte de caveau, de chef. Enfin bref, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. C'est de voir en fait plein de bouteilles de vin qui étaient filmées, mais cette fois pas au parafilm, mais vraiment au film étirable, en fait, dans un but de protéger l'étiquette, en fait, qui potentiellement pourrait se décoller ou pourrait se dégrader, pourrait être un peu comme on voit sur des très vieilles bouteilles de rhum martiniquais ou autres, les étiquettes qui sont un peu Bouffé bouffées par le temps, ouais. par le temps, quoi. Et voilà, moi c'est une question qu'on m'a aussi souvent posée. Est-ce que c'est un intérêt ou pas? Est-ce que tu le fais ou pas? Moi personnellement, je le fais pas du tout. Mais après, c'est toujours pareil. Si c'est conservé dans de bonnes conditions d'hygrométrie et de température, normalement, il n'y a pas de raison. Le seul risque, c'est effectivement que ça se décolle. Ça, je l'ai vu sur quelques bouteilles où effectivement, je pense notamment même aux boîtes en carton de chez Vélier, hein, des Demerara ou Caroni ou autres, où effectivement, tu as un liseré de colle tout du long et qui parfois s'ouvre et ouais, ton truc se met à bâiller. Et bon, après, ça se répare assez facilement si tu as envie, mais c'est pareil, j'ai vu sur certaines étiquettes sûrement une mauvaise colle qui fait que l'étiquette commençait à se barrer gentiment de la bouteille.
Alors, c'est pas vraiment un cas d'application pour tout ce qui est bouteilles qui sont restées dans le marché européen, pour la simple et bonne raison que dans 90%, à part vraiment en Italie où il fait un peu plus chaud et en Espagne, les bouteilles sont pas soumises à des températures trop chaudes ou à un air trop rempli d'humidité. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines bouteilles que tu rapatries de Martinique où là, tu vois elles ont bien vécu, que l'étiquette tient encore à la bouteille, mais elle est vraiment, on va dire elle est au bout de sa vie. Mm. Et c'est principalement dû déjà à l'humidité qui est en Martinique, au côté salat de l'air aussi. Et donc les étiquettes sont plus rongées, la colle va avoir tendance à se laisser aller. Donc c'est vrai que sur les vieilles les vieilles bouteilles martiniquaises, j'essaye de parafilmer un peu tout ça pour que l'étiquette reste en place. Mais je pense que tôt ou tard, l'étiquette ira rejoindre son créateur. Oui, c'est probable. Est-ce que tu conseilles éventuellement d'essayer de recoller les éléments Non, qui se décollent, que ce soit des étiquettes ou même des boîtes? non, non. La boîte à la limite, parce qu'effectivement, les boîtes, comme dit Oli, de Vélier, des fois la colle est un petit peu approximative, donc pour le côté esthétique, oui. Mais pour les étiquettes martiniquaises, etc., des vieilles bouteilles, j'aurais pas tendance à pas aller remettre de la colle dessus, de peur d'abîmer l'étiquette plus qu'autre chose. Mm. Donc dans ce moment-là, c'est arrivé sur très très peu de bouteilles, mais je mets ça dans une petite pochette plastique que je mets à côté de la bouteille, histoire de dire de l'avoir. Mais non, je Ouais, ne si elle est conseille pas vraiment la colle. décollée, quoi. Ouais. Mm. Ouais, si elle est vraiment décollée. Tu peux encore essayer de la réchauffer un petit peu. S'il reste de la colle dessus, elle va se remettre. Mais voilà, de nouveau, avec les vieilles bouteilles, je suis pas fan Ouais, de ce surtout genre de... qu'après, ce sont des colles quand même assez particulières. C'est pas de la simple lue Ah ouais, ouais, ouais. supermarché ou des Ah colliers. oui, Pour non, faut certaines pas bouteilles, c'est à s'amuser. se demander si ça n'a pas été collé avec de la sève d'arbre. Parce que... En fonction de l'époque d'où date la bouteille, Ouais, effectivement, ça peut être le cas, hein. Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, Bon, voilà. c'est pas toujours évident. Mais oui, comme tu dis, effectivement, il y a l'humidité, la chaleur qui joue beaucoup. Dans certaines contrées, ça sera plus compliqué de conserver des bouteilles que dans d'autres. Puis la Euh, lumière, qui décolore aussi énormément les étiquettes, qui altère le rhum, pour peu que ce soit une bouteille en verre transparent, en tout cas peu opaque. Et, c'est vrai que ça aussi, hein, c'est toujours la question qu'on me pose aussi, c'est comment je peux faire pour à la fois avoir un petit côté showroom de ma collection, pour moi le plaisir de voir des bouteilles directement et à la fois bien les conserver. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais réussi à trouver tellement de solutions, sauf vraiment, effectivement, dans une cave où là, oui, tu peux. Parce que de toute façon, tu éteins la lumière, il n'y a pas de lumière naturelle qui rentre, et donc, quand tu rentres, tu allumes ta lumière artificielle, et puis là, tu peux profiter un peu. Tu peux profiter un peu des bouteilles que tu entreposes, mais là encore, tu vas être limité par la place, parce que tu n'auras que ton premier rang de chaque étagère. Donc, je sais pas si c'est pareil pour toi, Quentin, mais j'essaye toujours de mettre les plus belles bouteilles en visu. Et puis, plus on va dans le fond, moins c'est moins c'est les top bouteilles. Ouais, c'est sexy. Ouais. Oui, bah j'ai mis certaines de mes belles bouteilles un peu en avant, mais ouais, comme tu dis, on peut pas tout mettre. Donc Alors, c'est vrai que des fois quand je trie, je tombe sur des choses. Oh, tiens, j'avais ça, ah, c'est dingue ça. ah ouais, c'est Et bien. elle ressort de l'arrière de l'armoire, elle finit dans l'étagère. Ouais, alors, mais je pense que tant qu'il n'y a pas de lumière directe, donc qu'on n'a pas un spot qui est dirigé sur la collection ou lumière trop chaude, il n'y a pas d'incidence s'il fait lumineux dans la pièce. Là où c'est important et où il faut faire attention, c'est que par exemple, si quelqu'un te propose un rhum à la vente et que tu vois que la boîte est décolorée, bah, ça veut dire que potentiellement la boîte a été à la lumière du jour. Si elle a Ouais, été à la lumière du jour, le rhum qui est dedans a chauffé, et s'il a ouais. chauffé, C'est c'est abîmé pas une sûrement. valeur sûre. Ouais. À moins que la boîte alors soit une boîte de récup, quelque chose comme ça, mais Mais on est c'est d'accord des sur le fait que choses. la lumière du jour, la lumière naturelle peut avoir alors, un impact sur tout ça, mais que la lumière artificielle peut avoir un impact également. Ouais, tout à fait. Ah oui, 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 parce que de toute façon, ça chauffe, hein, donc effectivement, comme disait Quentin, tu mets un gros spot, une grosse ampoule juste à côté, Faut ouais, mettre des LED. Faut mettre des LED. sinon c'est ça, exactement. Puisqu'en De plus toute c'est façon, très tu à le la verras mode. vite, hein, le rhum va attraper une couleur un peu trouble. Tu vas commencer à avoir un peu plus de dépôt dans la bouteille.
Et à ce moment-là, ça arrive beaucoup plus vite avec les rhums sucrés. Tu verras. Ah oui? Ouais, ouais. Moi, j'avais le cas à l'époque sur une bouteille de rhum que j'avais laissé traîner sur mon plan de travail. Le soleil a donné dessus. Effectivement, c'est tout de suite devenu beaucoup plus trouble. Ça, c'est un peu plus vite oxydé. La bouteille était déjà bien entamée. Et c'est vrai qu'au niveau du goût, tu le ressens. Alors, c'est pas buvable, mais c'est loi de la gloire. Le truc qui est dans la Son bouteille. prime, ouais. Alors, on a une question de la part de François Pignon qui nous demande si les lumières du jour impactent sur les blancs et les vieux confondus. Sur les vieux, probablement. C'est vrai que sur les blancs, la Les question. blancs, je sais pas non plus. Ouais, je me suis jamais vraiment posé la question. En général, les blancs sont Son but. au but. Ouais. On but trop rapidement pour faire l'essai, en fait. Là, faudrait demander à des partenaires martiniquais ou guadeloupéens qui sont sur le chat si jamais ils sont plus compétents que nous là-dedans pour répondre au niveau de la lumière. Bah, ils vont dire la même chose, ils vont dire les blancs sont bu, en fait. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, on connaît deux, trois, il doit sûrement y avoir des collectionneurs de blancs. blancs. Ah bah si. Moi, je connais un collectionneur de cannes bleues, je connais un collectionneur de Longto, et donc forcément oui, mais Longto, alors attention, parce que les bouteilles de cannes bleues, pour la plupart, du moins les récentes, ne sont pas transparentes. c'est vrai aussi. Soit une sorte de film autour décoratif, Ouais, c'est vrai aussi. ou voire coloré d'une certaine manière. Et même les premières, c'était du verre givré. Ouais. À une époque, ou enfin voilà, il y a eu différents. Mais souvent, ce ne sont pas des bouteilles complètement transparentes. En fait. C'est vrai. Et puisqu'on en est à parler du stockage, on m'interroge, enfin, moi ou d'autres, hein, mais en tout cas sur la confrérie du rhum, on voit souvent passer des messages de gens qui se demandent mais comment, dans quoi stocker les bouteilles de rhum. Alors ça peut paraître un peu couillon, parce qu'on a envie de lui répondre dans des étagères. Sauf qu'en fait, légitimement, on peut se poser, oui, mais combien une petite tablette Ikea peut supporter de bouteilles et est-ce que mes 4 picots en laiton à la con vont supporter ça? Voilà, c'est tout un tas de questions qu'on voit, bien sûr. Et moi, j'ai eu le malheur d'avoir eu un effondrement d'étagère, donc je connais toi aussi. Moi, je me sens moins seul. Je me sens moins seul, merci. Et c'est vrai qu'écoute, du coup, j'ai mis mon père sur le coup quand je me suis dit, bon, maintenant, il faut arrêter les conneries et les choses approximatives. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment penché sur la question. C'était quasiment, tu sais, du génie civil, quoi, tu vois. On réfléchissait, mettre des équerres en plein milieu pour que justement ça puisse soutenir la tablette. Et puis pareil de chaque côté. Enfin, truc, effectivement, tu pouvais mettre... je sais plus combien on avait calculé, et puis c'est pareil. Du coup, moi, c'était mon grand-père qui avait construit en chêne massif, je sais plus, ça faisait 1 cm ou 1,2 cm d'épaisseur, et il me disait, là, t'inquiète, hein, là, tu peux mettre, je sais plus combien de dizaines et de dizaines de kilos, ça tombera pas. Et donc, c'est vrai que ça m'avait tellement meurtri, cette chute d'étagère, parce que j'avais quand même perdu un Clément 70 et un Edmore 95, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Que du coup, je me suis dit, bon, plus jamais ça. Parce qu'il faut pas oublier qu'une bouteille, après une seule bouteille, allez, quand elle est pleine, on est à quoi? On est entre 1,5 kg et 3 kg en fonction de la bouteille. Ouais, c'est ça. Et quand on a 10, ça fait tout de suite beaucoup de poids. Donc, bien quand sûr. on a 700, c'est surtout déjà, sur une ça fait une rangée. grosse étagère. Ça fait une très grande étagère, on est d'accord. Oui, heureusement, c'est pas réparti de cette façon-là, mais effectivement. Et c'est des questions à se poser, effectivement, quand on a des collections qui commencent à être un peu importantes. Ouais. Moi, si moi, je conseille ça. C'est les Kallax Ikea, elles marchent du tonnerre. Ça marche du tonnerre, effectivement. En même temps, tu as vu l'épaisseur du truc, le truc, il fait 5 C'est ça, cm et puis c'est censé être là pour des livres aussi, donc c'est déjà un certain poids. Ce qui est très lourd également, ouais, c'est ça. Ouais, donc là, les Kallax, pour le coup, elle fait le taf. Faut pas la blader, mais si tu veux exposer des bouteilles, mettre sur 1 ou 2 rangées, il n'y a pas de problème. Ça fait. C'est vrai que quand on a beaucoup de bouteilles, la tentation, c'est de dire j'en mets le plus possible en profondeur, le plus possible en largeur, je les empile, je fais Tetris et tout, et c'est là où effectivement tu te mets dans la merde parce que au final, ça a vite représenté un poids délirant, quoi.